Alors, je vais vous poser maintenant, je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que je vous ai entendu tous les deux. En plus, j'ai la chance, moi, d'avoir préparé. Mais on est quand même dans un moment un peu particulier, puisqu'on a assisté, c'était très visuel, on a ressenti cette IA générative qui tout à coup nous saute à la gueule alors qu'elle est là depuis longtemps, pardon pour le mot, elle saute à la figure, pardon. Par ailleurs, il y a des progrès technologiques majeurs dans la puissance de calcul qui finiront bien par arriver avec le quantique. J'ai l'impression qu'entre l'IA et le quantique, ce que vous m'avez dit tous les deux, alors je suis un petit peu provocateur, c'est bien gentil tout ça, mais c'est le marché qui va décider in fine, non? Anthony? Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En réalité, on a monté, nous, une étude avec France Travail, avec aussi l'aide de Google de Torg, qui montrait que aujourd'hui, dans la recherche d'emploi notamment, tu as à peu près 86% des Français qui ont déjà utilisé l'IA dans une recherche active d'emploi. Et en revanche, tu notes des écarts extrêmement significatifs en fonction du niveau de diplôme et en fonction de... Oui, Vincent s'en va. Mais c'était le risque. Un associatif, un philosophe sur une même table. Vous attendiez à quoi? Un peu de spectacle quand même. Je vais faire la même chose. Et donc on voit bien qu'il y a des écarts très significatifs en fonction du niveau de diplôme et aussi en termes d'âge. Donc on n'utilise pas toutes ces nouvelles techs, si j'ose dire. Je les englobe sur les compétences numériques, IA, toutes celles qui vont finalement booster ton employabilité ou te permettre de trouver un job puisque c'est ta première ligne sur le CV, le diplôme que tu as eu. Et donc aujourd'hui on voit bien que l'attraction n'est pas la même en fonction d'où on vit, d'où l'on vient et surtout quel âge on a ou quel niveau de diplôme. Donc on a parlé pendant des années de fracture numérique. Et donc, on parlait de 13 millions de Français, c'est le chiffre qui traînait, enfin voilà, la NCT, etc. Et aujourd'hui, on parle de peut-être plusieurs dizaines de millions de Français qui se sentent peut-être un peu acculés, un peu en retard, un peu pressés de monter en compétence sur l'IA sans vraiment savoir par quelle boule prendre. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par des injonctions quotidiennes de t'es pas à la page, attends, ah bon, tu sais pas te servir de ces outils-là, attends, mais je vais te montrer, ça prend 3 secondes maintenant de le faire. Et les gens se sentent un peu pris de court parce que cette rupture technologique, elle est allée très vite. Et j'ai pas une bonne nouvelle, c'est qu'elle va continuer à aller très très vite. Donc, en effet, dans la transformation dont parle j'allais dire mon confrère, je me la pète, je suis pas philosophe, non, mais collègue de table ronde jusqu'à là. Travaille encore, ouais. Ça va venir. Un jour. Peut-être. Bon, je vous rappelle que j'ai un passif de mauvais élève, donc si un jour je deviens philosophe, s'il vous plaît, venez à ma conférence inaugurale. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette fracture, et je détestais ce mot quand on parle de fracture numérique. Je me disais, mais allez, on va se mettre un gros coup de pied au cul, et puis on va aller former tout le monde, dire à tout le monde que ça y est, les choses ont changé, comment on se digitalise, etc. Ça ne suffira pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? On reparle de politique, hein. Soit il y a des grandes politiques publiques qui sont volontaristes, où on met du fric sur la table et on encourage des gens à faire parce qu'il y a des endroits où ça dérouille. Et moi, je vis en Charente-Maritime. Hein. Je vous parle pas en direct de Paris, je vous parle de Charente-Maritime en direct d'un bled qui s'appelle Gémozac, de 500 âmes. Et voilà, moi j'ai un copain qui est en 3-8, qui travaille en usine. Donc tout ce dont je vous parle là, c'est des trucs qui ne leur parlent pas du tout, mais en revanche qui arrivent. Et cette érosion du monde industriel, c'est-à-dire finalement de ces jobs qui peu à peu sont manuels, passent de manuel à technologique, de ces jobs qui étaient des jobs de proximité que beaucoup ont négligés, mais beaucoup considérés pendant le Covid, vous savez, les métiers de première nécessité, etc. Donc tous ceux qui ont livré vos courses, tous ceux qui ont fait le ménage, tous ceux qui machin. Puis aujourd'hui on dit, mais attends, tout ça, l'IA va s'en charger. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui de considération de ces métiers de base, et surtout s'ils doivent monter en compétence, toutes ces personnes-là, comment on les accompagne. Donc ça réinterroge cette transformation pas que technologique, mais d'un point de vue plutôt anthropologique. Et là je redonne la parole à mon collègue, en disant comment on fait, je sais pas, comment on fait pour accompagner cette transition sans qu'elle soit violente ou vécue de manière totalement injuste, ce qui est en train de se passer. Parce que si vous êtes dans une grande ville et que globalement vous avez fait une école d'ingé, normalement vous avez l'info. Si vous êtes un peu éloigné de ça, plus compliqué. T'en dis quoi, Vincent? Alors j'ai un point de vue assez biaisé pour ce qui est de l'IA parce que je travaille sur les risques systémiques de l'IA. Donc là je travaille pour l'armée, c'est une autre casquette. Et donc ce que je vais vous dire va être... là où vous voyez un verre demi-plein, un verre à demi-vide, moi je vois un verre rempli de poison. Donc ne prenez pas tout ce que je veux dire unilatéralement. Allez écouter d'autres gens aussi. Mais bon, il y a 4 gros risques systémiques actuellement avec l'IA.
Le premier, c'est un risque économique. Nous ne savons pas du tout si c'est soutenable ou pas économiquement, dans la mesure où il n'y a pour l'instant pas un centime de valeur qui est produit. C'est quelque chose qui coûte énormément et qu'on vous donne gratuitement dans le but de créer un effet disruptif. Ce qui est vendu, c'est principalement... Ce qui est vendu, c'est de l'influence. Donc voilà. Et du coup, vous pouvez vous demander, en effet, est-ce que c'est... je passe au second sujet. Alors, second sujet, le second risque, c'est un risque social. Le risque social, c'est le fait qu'on voit déjà des effets, c'est-à-dire les effets de la mécanisation que tu as bien décrit. Maintenant, avec l'IA, ça touche les métiers intellectuels, col blanc. Donc, d'une certaine mesure, peut-être qu'il faut revenir vers... Enfin, je veux dire, vous avez plus de chances, de toute façon, dans la vie, de conserver toute votre vie, votre emploi, en devenant plombier, que actuellement en essayant d'être dans un métier, disons, de bureaucratie. Bon, il faut vous dire, par exemple, que les informaticiens ne codent plus. Partout dans le monde, les informaticiens font du prompt engineering et ils n'ont pas besoin d'embaucher non plus de gens. Et la question, voilà, du coup, c'est un risque social et organisationnel parce que qu'est-ce qui se passe quand cette génération de gens qui a été formée à coder et qui peut valider, certifier et contrôler part? D'accord ? Le troisième risque, c'est un risque de souveraineté. Le risque de souveraineté, c'est parce que, en fait, quand vous mettez de l'IA, vous mettez de la vulnérabilité, pas simplement de la débilité, comme on a vu dans votre organisme, vous mettez dans votre organisation aussi de la vulnérabilité. Vous serez sous attaque et vous ne le saurez pas. Parce que quand vous avez plein de cerveaux, l'organisation la plus structurée en cerveau, c'est le champ scientifique, et c'est des gens qui sont tout le temps en train de se scruter les uns les autres pour trouver l'erreur chez l'autre. Donc du coup, ils la scrutent aussi chez eux pour ne pas se faire prendre. Bon, ça, en réalité, ça marche à un certain point de vue dans toutes les organisations. À partir du moment où vous mettez l'IA, vous pouvez être empoisonné, vous pouvez être biaisé, vous pouvez être contrôlé, vous pouvez être hijacké. Donc c'est un gros problème. Et puis le quatrième, c'est l'enjeu écologique. L'empreinte de l'IA est absolument démentielle et tout ce que vous pouvez faire avec un moteur de recherche, tout ce que vous pouvez faire en cherchant vous-même, en consultant Wikipédia, faites-le comme ça. L'IA n'est pas faite pour ça. Elle est faite fondamentalement, parce que là, je vais quand même être un philosophe de la technologie fondamentalement technophile, l'IA, c'est fait pour gérer des systèmes complexes. Et plutôt que de générer des images de chats sur la Lune en train de jouer de la trompette. Et gérer des systèmes complexes, c'est ce dont nous avons besoin pour réussir nos transitions, précisément pour qu'elles ne soient pas trop violentes. Donc l'IA est un de nos alliés pour vivre plus longtemps en bonne santé sur cette planète. Et il faudrait l'utiliser comme ça. Donc ça, c'est pour le verre à moitié plein. Mais je retiens le poison. J'ai une question pour vous deux aussi. C'est aussi une réaction. Bon, évidemment, en fondation, Grenoble INP, école... on n'a pas aussi un sujet, je n'ai pas dit un problème, on n'a pas aussi un sujet, quand on sait que toutes ces choses ont besoin d'un temps d'adaptation, est-ce qu'il ne faut pas réviser certains programmes, Anthony, dès à présent, dès le plus jeune âge, pour inscrire certaines choses dans les cerveaux de nos enfants, actuels ou à venir? Tu veux vraiment que je parle de politique, en fait, c'est ça? Non, je veux que tu me répondes. Moi, je me souviens avoir croisé l'ancienne ministre en charge de l'Éducation nationale et qui m'avait dit, au bout d'un an de fonction, je cherche encore comment elle avait dit? Je cherche encore le guide d'emploi. Donc, je pense qu'on a quand même une grande machine qui s'appelle l'Éducation nationale, avec beaucoup de gens qui sont très déterminés, les profs. Et je les remercie au passage parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se battent pour, et notamment sur la lutte contre les discriminations, faire en sorte de poser des graines. Et Dieu sait que quand on les pose tôt, ça évite bien des emmerdes après, dont les préjugés, dont les biais, etc. Et en réalité, je me dis qu'il manque un peu une politique ambitieuse de ce point de vue-là, notamment dès le plus jeune âge, comment on apprend à se servir de ces outils. Enfin, je suis rentré dans une classe d'école, qui était la mienne en l'occurrence, il n'y a pas si longtemps, et je suis rentré dans cette classe, elle n'avait pas bougé d'un iota. Je me suis vraiment dit, waouh, quand même là, il y a un petit sujet. Et je dis pas qu'il faut de l'informatique partout, qu'il faut des écrans partout, c'est pas ce que je dis. Mais, non, mais expliquez. Vraiment... Voilà, dès le plus jeune âge, quand même, initié. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que moi, tu vois, sur ces questions, et je les mets vraiment de pair, c'est-à-dire que
je reviens à un truc assez fondamental de l'ouverture du champ des possibles. Moi, je considère que mon orientation scolaire, elle a été très biaisée dès le départ, notamment parce que je viens d'Évry-Courcouronnes. Et parce que je pense que, inconsciemment, peut-être, le mec en charge de l'orientation, si tu avais des mauvaises notes, voie de garage. Et en réalité, dans ces métiers qui recrutent le plus, et en plus dans des écoles où il y a des bourses pour les étudiants, la plupart de ceux qui peuvent y prétendre ne savent même pas qu'il y a une école d'ingé en plein cœur et je sais que c'est une de nos tares à tous, hein, à Évry-Courcouronnes. L'Évry, elle était au cœur, l'école était au cœur de la ville. Saviez-vous combien il y avait d'étudiants de la ville qui étaient à l'INT? J'étais le seul étudiant venant d'Évry. Donc moi, ça me réinterroge beaucoup, non plus seulement parce que j'aimerais qu'on quitte un peu la tech pour se dire c'est quoi les métiers d'avenir? C'est quoi les métiers qui vont recruter? C'est quoi les compétences essentielles? De quoi va avoir besoin le marché du travail? Et on va revenir aussi aux soft skills. De quelles compétences humaines vais-je avoir besoin demain en tant que bon manager, bon entrepreneur? Et donc on revient à des fondamentaux. Et moi, j'avoue que je m'insurge un peu aujourd'hui. Et bon, le président étant sortant, je m'adresse aux futurs candidats parce qu'a priori, ils sont très nombreux. Hein. Et donc c'est le moment où ils cherchent des bonnes idées, vous savez. C'est ce moment où on nous l'a fait. Et puis après, quand ils sont élus, ils ont oublié les bonnes idées. Donc, restons sur ce truc optimiste des bonnes idées. Et moi, je leur dis, mettons un putain de coup dans la fourmilière sur l'orientation de nos plus jeunes. Et notamment quand on vient d'un quartier, d'une zone rurale, on est toujours avec des orientations biaisées. Montrez-nous les métiers d'avenir, parlez-nous de nouvelles compétences, parlez-nous de ce qui peut nous permettre de trouver un taf demain, d'être bien payé et de sortir de sa condition sociale. Parce que je vous promets qu'un pays qui n'assigne pas les gens à résidence et dont la condition sociale peut bouger, c'est un pays heureux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vincent, sur cette question de l'éducation dès le plus jeune âge. Il y a un système de... Je suis obligé de rester sur un peu le sujet précédent, c'est-à-dire il y a une sorte de prophylaxie, de protection de l'esprit et de capacité à apprendre des rythmes complexes et aménager une partie d'attention profonde qui va réclamer une forme de régulation. Je parle des usages des IA, des sollicitations électroniques et de tout ce dont nous sommes devenus dépendants et addicts. Le paradigme qui s'impose de plus en plus, c'est celui de la toxicomanie. Hein. C'est dans les instances internationales, dans les gouvernements, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus. Et de ce fait, il faut réfléchir à quelque chose qui évite finalement les réponses dystopiques que sont les fortes intégrations chinoises et russes de la population sous une domination, finalement, d'une coupure du monde extérieur et une domination du système d'information extérieur. Il faut demeurer avec une porosité, mais je pense qu'on va vers, au bout d'un moment, réaliser, il faut chercher des paradigmes, d'accord ? Donc, j'essaye de faire en 2 temps, je le fais vite. Le premier paradigme, c'est arrêter de croire qu'on peut penser l'IA et nos rapports aux technologies numériques à travers cette situation, celle d'un individu et cet objet de réseau qui est face à lui, qui nous fait croire qu'on a une relation individuelle. Elle est bien personnalisée, mais la technologie qui vous fait face, c'est une technologie qui est une technologie de réseau sur laquelle, en fait, vous n'avez pas d'action directe. Elle est totalement asymétrique. Et je n'ai pas le temps de développer l'exemple que je prends dans la science-fiction pour le faire comprendre, mais il faut voir qu'en fait, il y a une expérience qui est en train d'être faite sur 1 milliard de personnes chaque semaine, voilà, avec ces instruments-là. Et le deuxième idée, c'est dans les régulations, plutôt que de chercher la censure du contenu, d'essayer de trouver voilà, un gradient et une vérité officielle, en fait, il va falloir faire quelque chose un peu comme le permis de conduire. C'est-à-dire, quand vous conduisez une voiture, vous n'avez pas le droit de la conduire à n'importe quelle vitesse. Eh bien, quand vous êtes en relation avec le réseau, il va falloir à un moment donné réaliser qu'il faut dégrader l'interaction, la vitesse de l'interaction, le rythme, de façon à ce que votre cerveau ait une toute petite chance d'allumer ce qu'on appelle le système 2 de Kahneman et que votre sens critique revienne et votre capacité d'attention soit rétablie, notamment au monde extérieur. Ça veut dire qu'il devrait y avoir quelque chose qui vous empêche en fait de liker, de swiper aussi vite que vous le voulez et qui vous fait vous arrêter un tout petit peu, perdre un peu de temps, vous dire que peut-être vous feriez mieux de faire autre chose,
que si vous devez, si vous voulez faire relais et transmettre une information, un mème, eh bien en fait, il faut attendre même là plus de 5 secondes, il faut attendre 30 secondes, que ce soit vraiment une décision politique, en fait, de relayer une information. Une fois qu'on s'est dit, vraiment, j'adhère à ça, c'est vraiment un truc, il faut que je le dise aux autres. Voilà. Il faut avoir l'idée aussi que dans les organisations, je veux dire, la plus grosse cause de sabotage actuellement dans les organisations, que ce soit les entreprises ou les institutions de recherche, c'est le reply all. C'est quelqu'un envoie une question et une personne répond en mettant tout le monde en copie et ça fait une chambre d'écho parce qu'on sait par théorème que quand il y a plus de 12 personnes qui se mêlent dans une conversation, ça ne peut pas converger. Donc il y a maintenant des tas de gens, et je suis sûr que vous êtes dans cette situation pour tous les gens qui sont en responsabilité, qui ne lisent plus les courriels où ils sont juste en copie, qui ont un algorithme qui met dans une boîte, qui n'ouvriront jamais plein de choses qui leur sont adressées. On essaye, Vincent ? On demande ? Qui fait ne ça ? répond plus aux mails où ils sont en copie ? Qui ne répond qu'aux mails où il est le principal destinataire. T'es viré, t'es viré. Mais vous faites bien, parce que sinon vous devenez fou, on est d'accord. Donc, dire aux gens qui vont avoir un contingentement et qui ne vont pouvoir écrire que 10 courriels pour 12 personnes, 120 personnes par jour, et je suis large là, d'accord ? C'est en réalité une mesure de salut public et de la high-tech. C'est-à-dire, vous réfléchissez avant d'écrire, à qui vous écrivez, pourquoi. Et comme ça, vous allez voir, votre entreprise va devenir très résistante cognitivement. Voilà. Et pour vous montrer que je ne me sors pas moi-même, que je ne suis pas en train d'être un gros prescripteur qui dit aux autres ce qu'il faut faire, je pense que dans le champ académique, il devrait être interdit de signer plus d'un papier par an. Et je le dis parce que la science est sous attaque. Il y a plein de moulins à papier qui créent des faux articles et qui profitent du fait qu'il y a surproduction. Si on rend la science traçable, alors elle ne pourra pas être corrompue. C'est toujours le même principe. Si nous reprenons le contrôle des rythmes, alors les contenus suivront, ou en tout cas on aura ce qu'on mérite. C'est-à-dire les cerveaux auront fait leur travail de délibération collective et nous aurons ce que nous méritons. Mais pour l'instant, nous sommes à la dérive et soumis à l'influence. Ça, c'est un éclairage high-tech que je n'avais pas vu venir. Anthony, parce qu'on se fait des signes depuis tout à l'heure, mais dis-moi. Ça marche. J'allais juste dire, j'avais envie de supprimer ma boîte mail après cette intervention brillante. J'espère que vous ne ferez pas cette connerie quand même tout de suite. Non, mais tu as raison, on reçoit beaucoup trop de notifs, ça nous rend un peu chèvres. Non, écoutez, je voulais promouvoir 3 petites choses qui font du bien. J'anime une émission qui s'appelle Prends ta place. Et tout est dans le titre. Comment on prend sa place quand parfois on se sent délégitimé, parfois quand on se sent... discriminé. Alors je sais, quand on parle de discrimination, souvent en France on pense aux discriminations ethnico-culturelles ou raciales. Et en fait, moi j'aime bien adresser ce sujet sous un grand angle, les 50 et plus, l'âge, le genre, le handicap, etc. Donc je reçois plein de personnalités publiques ou associatives qui font des choses formidables. Donc je vous encourage à aller écouter ces contenus parce qu'on a parlé beaucoup de problèmes et ma ligne éditoriale, c'est quand même les solutions. Deuxième rendez-vous, si vous êtes de passage à Paris en septembre, le 12 septembre, on organise un immense festival qui s'appelle Unique, le Festival Unique. Et c'est un festival dédié à l'égalité des chances. Il y a plus de 150 associations sur site, plein de personnalités publiques, acteurs engagés. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire du bien à ce moment-là, passage à Paris. Et le troisième, je voulais juste saluer à nouveau les initiatives qui sont menées par la Fondation. Je sais à quel point, peut-être je radote un peu, mais quand même. Donnez des sous à la Fondation, continuez à donner. Ça aide parfois 1 ou 2 étudiants. Vous dites, est-ce que c'est si significatif que ça ? Ça change des destins, ça change des trajectoires. Et j'ai eu la chance de bénéficier de ce type de dispositif, donc j'en suis très reconnaissant. Donc merci à ceux qui font le pas de côté. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci infiniment. Merci infiniment. Et la promotion pour la Fondation, ce n'était pas préparé, je précise. Merci encore.